On va s'intéresser à un endroit qui ne contient pas juste des livres, mais carrément la mémoire collective de l'humanité. C'est ça, la Bibliothèque du Congrès. La plus grande bibliothèque du monde, tout simplement. Et on va voir que son histoire est tout aussi immense et fascinante que sa collection. Alors, pour qu'on se rende bien compte de l'échelle, il y a un chiffre qui dit tout. Plus de 178 millions d'articles. Et là, attention, on ne parle pas que de livres, loin de là. Il faut imaginer des films, des partitions, des photos, des cartes. Bref, c'est une archive absolument dingue de l'ingéniosité humaine, et ça vient des quatre coins du monde. Ce qui est fascinant avec la Bibliothèque du Congrès, c'est qu'elle a une sorte de double vie. D'un côté, c'est un peu le cerveau de la recherche pour le gouvernement américain. Elle fournit des analyses neutres, objectives. Et de l'autre, eh bien, c'est la Bibliothèque nationale, ouverte à tous, ouverte sur le monde entier. C'est justement cette double casquette, ce mélange entre service public très ciblé et ambition universelle, qui la rend vraiment unique. Ok, alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Pour comprendre, il faut revenir aux origines. Et son histoire, elle ne commence pas par une simple inauguration. Non, elle commence par un drame, par des cendres, et surtout par une vision qui a absolument tout changé. Alors tout commence assez modestement en 1800, mais à peine 14 ans plus tard, en 1814, c'est le drame. La première collection, les 3000 premiers livres, tout part en fumée. C'est un désastre total. Et pourtant, c'est de ces cendres que va renaître quelque chose de bien plus grand, et tout ça grâce à une seule décision, une décision qui va vraiment marquer un tournant. Et cette décision, elle vient d'un certain Thomas Jefferson. Tout son état d'esprit est résumé dans cette simple phrase. Pour lui, les livres, le savoir, ce n'était pas juste un hobby ou un luxe. Non, c'était essentiel, une nécessité vitale pour la démocratie. Alors, quand il a vendu sa propre collection personnelle pour relancer la bibliothèque, il n'a pas juste vendu des livres, il a insufflé une nouvelle âme, un véritable idéal à l'institution. Et c'est là que ça devient vraiment révolutionnaire. La bibliothèque de Jefferson, ce n'était pas juste des bouquins de droit ou de politique. Pas du tout. Ça couvrait tout. Les sciences, les arts, la philo, et dans plein de langues différentes. C'est vraiment la naissance de ce qu'on appelle l'idéal jeffersonien. L'idée, c'est que pour bien faire les lois, il faut avoir accès à tout le savoir humain. Et ce principe, c'est encore aujourd'hui le cœur, l'ADN de la Bibliothèque du Congrès. Alors, on avance un peu dans le temps. On arrive à la fin du 19e siècle. Et là, la bibliothèque va connaître une croissance, mais explosive. Elle va passer du statut de belle collection à celui de véritable mémoire de la nation. Et tout ça grâce à un système à la fois hyper simple et super ingénieux. La clé de tout ça, c'est une loi, la loi sur le droit d'auteur de 1870. L'idée, c'était de centraliser le bureau du copyright, du droit d'auteur, directement au sein de la Bibliothèque du Congrès. C'est une décision qui a été poussée par le bibliothécaire de l'époque, Ainsworth Rand Spafford, et ça a créé une sorte de moteur inarrêtable pour faire grandir la collection. Et le système est d'une simplicité géniale. C'est simple, quelqu'un veut protéger son œuvre, que ce soit un livre, une carte, une partition, il doit en déposer 2 exemplaires à la bibliothèque. Point. Grâce à ça, on s'assure que toute la créativité du pays est automatiquement collectée et surtout préservée pour le futur. Et ce moteur, il tourne encore aujourd'hui et à plein régime. Pour donner une idée, rien que sur l'année 2023, la valeur de toutes les œuvres déposées comme ça a dépassé les 47 millions de dollars. C'est juste énorme. Ça montre bien à quel point ce système, c'est toujours le cœur battant qui alimente la collection. Bon, les chiffres, c'est impressionnant, mais derrière ces millions d'objets se cachent de véritables trésors, des pièces d'une valeur inestimable. On va aller voir quelques exemples concrets, juste pour comprendre pourquoi cette collection est un patrimoine pour l'humanité tout entière. Alors, on commence fort, avec le livre qui a littéralement changé le monde. Oui, la Bibliothèque du Congrès possède une Bible de Gutenberg. Mais attention, ce n'est pas n'importe laquelle, c'est l'un des exemplaires les plus rares et les mieux conservés au monde. Alors, qu'est-ce qui la rend si spéciale, cette Bible? Eh bien, elle est imprimée sur du vélin, c'est une sorte de parchemin très fin fait en peau d'animal, et surtout, c'est l'un des 3 seuls exemplaires au monde à être complet et en parfait état. La bibliothèque l'a acquis en 1930, et ce n'est pas juste un vieux livre, c'est le symbole du début de la diffusion du savoir pour tous. Allez, on passe à un autre trésor incroyable, un document qui, sans exagérer, a mis l'Amérique sur la carte du monde. On le surnomme d'ailleurs le certificat de naissance de l'Amérique. Et ce surnom, il dit tout. Il s'agit de la carte du monde de Martin Wälssemüller, qui date de 1507. Et elle est révolutionnaire parce que c'est sur cette carte, pour la toute première fois de l'histoire, qu'on voit apparaître le mot « America ». C'est le tout premier document qui nomme ce nouveau continent.
C'est fou de se dire que c'est là, sur ce bout de papier, que tout a commencé. Mais la collection, ce n'est pas que des trésors anciens et ultra sérieux. Loin de là. On y trouve par exemple les papiers personnels de 23 présidents américains, mais aussi la plus grande collection de comics au monde, ou encore le document écrit le plus ancien qu'ils possèdent, une tablette en écriture cunéiforme qui a plus de 4000 ans. Et juste pour la petite histoire, le plus petit livre de leur collection est tellement minuscule qu'il fait la taille d'un point sur une page. Ce qui est important de comprendre, c'est que la Bibliothèque du Congrès n'est pas du tout un musée poussiéreux figé dans le passé. Bien au contraire. Elle a compris très, très tôt l'importance du numérique pour continuer sa mission, mais cette fois à l'échelle mondiale. L'idée, c'était de construire une bibliothèque sans aucun mur. Et quand on dit très tôt, c'est pas une blague. Dès 1994, bien avant que ça devienne une évidence pour tout le monde, la bibliothèque commençait déjà à numériser ses collections. Cette vision a ensuite pris une ampleur mondiale, d'abord avec la proposition en 2005 de créer une bibliothèque numérique mondiale qui a vu le jour en 2009. Et pour montrer à quel point ils voient loin, en 2010, ils ont même annoncé qu'ils allaient archiver tous les tweets publics. L'idée, c'est que même ce qui nous semble éphémère aujourd'hui, ça fera partie de l'histoire de demain. On pourrait croire, logiquement, que la collection est surtout en anglais. Eh bien, pas du tout. En fait, environ la moitié de leurs livres et publications sont dans d'autres langues. Tenez, par exemple, ils ont la plus grande collection d'ouvrages en russe, en dehors de la Russie elle-même. Ça montre bien que sa vocation est réellement mondiale. Et l'accès à toute cette connaissance a aussi connu une révolution spectaculaire. Il faut s'imaginer qu'on est passé des vieux fichiers avec des fiches en carton qu'on ne pouvait consulter que sur place à des catalogues en ligne accessibles depuis n'importe où dans le monde, comme congress.gov. La mission de partager le savoir, aujourd'hui, elle se joue vraiment à l'échelle de la planète. Donc au final, il faut vraiment voir la Bibliothèque du Congrès non pas comme un simple gardien du passé, une sorte de grand grenier. C'est bien plus que ça. C'est une institution vivante, une sorte de laboratoire qui réfléchit en permanence à comment on va préserver et partager le savoir de demain. Et tout ça, ça nous amène à une question assez fondamentale. À notre époque, où l'information est partout, mais en même temps super volatile, quel est le vrai rôle d'une institution comme celle-là ? Comment est-ce qu'on peut s'assurer que la mémoire de notre temps, qui est de plus en plus numérique, sera encore là pour les générations futures? C'est ça le grand défi, le défi permanent que doit relever la Bibliothèque du Congrès.